Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle interview sur ma chaîne The Ravens Hope. Aujourd'hui, on est avec un grand professionnel et spécialiste de la triche, Jean-Jacques Sanvert. Salut Jean-Jacques, comment vas-tu? Si tu veux te présenter rapidement. Bonjour Gaël, ça va très bien. Je suis Jean-Jacques, magicien. Voilà, il n'y a pas grand-chose à dire. On va y venir rapidement. Ça va aller pour cette petite question. Tu te sens en forme? Ah oui, oui, bien sûr. Bon. Allez, on est parti pour la première question. Quelques questions assez bateaux, mais bon, je me dois quand même de te les poser. Allez, première. Quand et comment as-tu commencé la magie? Ça nous intéresse, non? J'ai dû commencer quand j'avais, je sais pas, 7 ans, 8 ans, un truc comme ça. C'est mon grand-père qui m'avait appris les tours de cartes que tout le monde connaît, notamment le tour des 21 cartes. Et il m'a donné le goût des tours de cartes. Et ce qui est amusant, c'est qu'en plus, il m'a appris à jouer à la bataille. Donc, je jouais à la bataille contre lui et je me disais, ça serait quand même cool si j'arrivais à tricher pour gagner contre lui. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là que j'ai voulu apprendre à voir s'il y avait des méthodes pour tricher au jeu. Alors, évidemment, je n'ai pas trouvé à l'époque. Il n'y avait rien de disponible, surtout à mon âge, mais c'est à ce moment-là que j'ai voulu commencer à apprendre à tricher. Donc ça a été le point de départ, mon grand-père. Et après, comme j'avais pris le goût de ça, j'ai commandé à Noël les mallettes de magie. En mallette de magie, on m'a offert, je crois que la première, ça a été la mallette de Dominique Webb. Ah, Et en fait, c'était génial parce que mes grands-parents, donc toujours mon grand-père et ma grand-mère, avaient un magasin de fruits primeurs aux Halles. À l'époque, les Halles étaient à Paris et pas à Rungis. ouais. Et ils avaient un magasin de fruits primeurs qui était juste en face de la Samaritaine. À l'époque aussi, je parle d'une autre époque, hein, la Samaritaine existait. Et donc j'y allais tous les matins en fin de matinée quand j'avais pas cours pour vendre des bottes de radis et me faire un peu d'argent de poche. Et un jour, donc j'allais à la Samaritaine de temps en temps, parce que c'était juste en face, je traversais la rue de Rivoli et j'étais à la Samaritaine, et je suis allé au rayon jouets, et au rayon jouets, il y avait un type qui faisait la démonstration d'une mallette de magie, et qui faisait le sac à l'œuf. Et en fait, ce type, c'était Dominique Webb. Et évidemment, je ne le connaissais pas à l'époque. Et j'étais émerveillé devant le sac à l'œuf, évidemment que je ne connaissais pas. Il le faisait super bien. Et donc, j'ai demandé à mes parents de m'acheter cette mallette de magie pour Noël. Ça a été ma première mallette de magie. Et après, j'ai connu Dominique Webb, donc très longtemps après. J'ai bossé avec lui. Il avait la gentillesse de me faire travailler, de me faire venir dans des châteaux qu'il avait, notamment en Espagne. Château en Espagne. Et je lui ai raconté l'histoire et il était très touché. Il m'a dit oui, oui, je me souviens très bien de cette époque. Évidemment, il s'en rappelait. Et il se souvenait qu'à l'époque, chez lui, il confectionnait lui-même à la main les mallettes de magie. Il les remplissait lui-même à la main. Enfin, voilà, c'était toute une époque. Donc ça a été ma première mallette de magie. Et après, il y a ma marraine qui m'a fait un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait jamais fait. Elle m'a offert une super mallette de magie, mais alors un luxe qui venait de Mayette, qui avait sorti une énorme mallette de magie. Où j'ai été ravi de travailler les tours qu'il y avait dessus. Et voilà. Donc ça a démarré comme ça. Et en fait, après, moi j'habitais à Saint-Paul, dans le Marais. Et donc, à une station de métro, il y avait le bazar de l'hôtel de ville, le BHV. Et il faut savoir qu'à cette époque, le rayon librairie était au rez-de-chaussée. Et donc, j'allais à pied. Donc là, je devais avoir une douzaine, 12, 14 ans, un truc comme ça. J'allais à pied au BHV. Et au rayon donc librairie du rez-de-chaussée du BHV, il y avait tous les paillots. Parce qu'à l'époque, c'était les paillots. Il n'y avait que ça en livre de magie en langue française. Et puis le Robert Veno, j'ai commencé avec le Robert Veno aussi, le cours Magica, qui pour moi est un livre absolument génial pour commencer la magie. En tout cas, pour moi,
Ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais donc, j'allais au rayon librairie du BHV et je feuilletais tous les paillots et j'en achetais un à chaque fois. Alors, j'avais pas beaucoup d'argent parce que j'étais un gamin, j'avais pas beaucoup juste de l'argent de poche. Mais donc, comme les livres permettaient d'apprendre beaucoup de tours en ayant investi peu d'argent, bah, je travaillais sur les livres et je travaillais essentiellement les cartes parce que le seul matériel, c'était un jeu de cartes. Donc, comme j'avais pas d'argent, c'était les livres et les cartes. Et donc, c'est comme ça que j'ai acheté tous les paillots les uns après les autres. Je me souviens très bien que le paillot qui m'avait le plus impressionné à l'époque quand je le feuilletais, c'était la technique moderne aux cartes, Expert Card Technique de Hugues Bro, qui est un super livre de référence. Et quand je voyais à l'époque les schémas, notamment des fausses donnes, il y avait des schémas, il y a des schémas très bien faits de la tenue du jeu dans la main, je me disais, mais c'est hallucinant, je vais jamais réussir à faire des trucs pareils. Et effectivement, à l'époque, j'ai jamais réussi à faire ces trucs-là. Et après, bah, évidemment, j'ai travaillé, je me suis perfectionné. Et après, j'ai redécouvert donc ce livre, Expert Card Technique, dont j'ai acheté l'édition originale en anglais, la troisième édition, parce que c'est à partir de la troisième édition qu'il y a les suppléments avec Vernon. Et j'ai redécouvert tout ce qu'il y avait à l'intérieur, j'ai retravaillé tout ce qu'il y avait à l'intérieur, et c'était vraiment des livres extraordinaires pour commencer, pour plus que commencer, pour faire de la magie. Donc c'est comme ça que je me suis intéressé aux cartes, par manque d'argent, et puis aussi par goût pour les cartes et donc quelque part pour tricher, voilà. Incroyable, incroyable. Ouais, ça change un petit peu de. En général, c'est juste la boîte de magie et puis voilà. Toi, c'était parce que tu voulais apprendre à tricher. Et Entre autres, il n'y a pas que ça, mais avec mon grand-père, c'était aussi ça. C'était apprendre des tours de cartes et apprendre à tricher pour gagner contre lui à la bataille. très très beau. Du coup, c'était incroyable cette anecdote. Incroyable. Alors, question suivante. Pourrais-tu définir ce qu'est pour toi la magie? Qu'est-ce qu'elle représente? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi la magie? Bah, la magie, c'est une bonne question parce que je crois que tous les magiciens devraient trouver leur propre définition de la magie. Ça permet de mieux cerner ce qu'on veut arriver à faire. Pour moi, la magie, j'en avais fait une conférence il y a pas mal d'années. C'est l'art de rendre logique l'impossible. Il y a trois mots dans cette définition. Euh, L'art, c'est-à-dire qu'il y a un côté artistique, il y a un côté esthétique, il y a un côté recherche des mouvements, il y a un côté, c'est pas simplement des techniques, mais il y a aussi la beauté des gestes et de ce qu'on peut présenter au public. Mais c'est aussi la logique de l'impossible, c'est-à-dire il faut que les choses, évidemment, qu'on présente paraissent impossibles, c'est mieux pour un tour de magie, et il faut que ça soit logique, c'est-à-dire il faut pas, à mon avis, que ça soit n'importe quoi. C'est Vernon qui disait que comment il formulait ça, il disait que quand on mélange trop de choses, il n'y a pas d'illusion. J'ai plus la formulation exacte, mais il faut qu'il y ait une logique dans le déroulement de ce qu'on présente euh, et que ça paraisse évidemment impossible. Donc pour moi, c'est l'art de la logique de l'impossible. À partir de là, il y a d'autres choses qu'il faut rajouter. Après, ça dépend, il y a plusieurs types de magie, ça dépend du but qu'on recherche. Moi, pendant très longtemps, j'ai vécu grâce à la magie, et pour vivre de la magie, il faut à la fois avoir un grand répertoire, être capable de faire du close-up, être capable de faire du salon, une scène pas trop grande, mais enfin une scène de 300, 400 personnes. Euh, Faire à la fois des cartes, du close-up, du mentalisme, je faisais du pickpocket, je présentais des spectacles, enfin voilà. Il faut avoir une grande gamme à son répertoire. Et puis, il faut être entertainer. Ça, c'est très important. Il faut amuser les gens. Les gens veulent plus être divertis que de voir des choses impossibles. Alors, c'est mieux s'il y a les deux, mais il faut être entertainer. Ça, c'est quand on veut en vivre.
À mon avis, hein, maintenant, je détiens pas la vérité et je me trompe peut-être, mais je pense il faut ces deux choses, de plus en plus d'ailleurs, parce qu'il y a tellement de concurrence, sauf en ce moment avec la Covid, mais il y a tellement de concurrence qu'il faut avoir beaucoup de cordes à son arc. Mais après, moi maintenant, je suis un retraité heureux puisque je suis très vieux, et donc j'ai plus besoin de vivre, j'ai plus besoin de faire ça pour vivre. Donc maintenant, je fais ce qui m'intéresse. Et ce qui m'intéresse, c'est les tricheries au jeu. Donc depuis pas mal d'années, je me suis mis vraiment à fond là-dedans. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand on fait des spectacles pour le public, on a très rarement, en tout cas en France, l'occasion de faire des vraies démonstrations de tricherie. Parce que pour faire des vraies démonstrations de tricherie, il faut être assis à une table, il faut avoir un tapis. Alors déjà, il faut savoir que quand on bosse professionnellement, la plupart du temps, on bosse pendant des repas ou pendant des cocktails dînatoires et on n'a pas la place de mettre un tapis. On est debout, les gens sont assis. Si c'est un cocktail dînatoire, il y a des petites tables mais qui sont pleines de verre. Enfin, on peut pas vraiment avoir le loisir de s'installer pour faire des démonstrations de tricherie. Donc j'ai toujours été un peu frustré à cause de ça parce que j'ai jamais vraiment pu faire ce que j'avais envie de faire en magie, ce qui me plaisait vraiment en magie. Et maintenant que j'ai l'occasion de pouvoir le faire, ben, je m'entraîne pour moi, je le fais pour, euh, pour travailler des choses que j'ai toujours voulu vraiment travailler, que j'ai un peu travaillé en sous-main, mais que j'avais vraiment pas vraiment l'occasion de pouvoir présenter. Voilà. Donc ça dépend de la définition aussi qu'on se donne de la magie. Pour répondre à ta question, si c'est purement, j'ai envie de dire, alimentaire, si c'est pour son goût personnel. Il faut essayer d'allier les deux, évidemment. Moi, j'ai toujours essayé de faire des choses qui me plaisaient professionnellement, mais parfois, bah, quand on bosse professionnellement, c'est pas toujours très drôle. Le public, parfois, peut être très chiant. D'autres fois, ils sont adorables. Enfin, on peut rencontrer n'importe quoi. Donc voilà, il faut avoir plusieurs cordes à son arc. Ok. Eh ben, super. Super, super. Alors, question suivante. Quels sont les magiciens qui t'ont inspiré, Jean-Jacques? Dis-nous tout. Oh là là, il y en a beaucoup. Bon, en carte, évidemment, celui qui vient en numéro un, c'est Vernon, parce que Vernon était un personnage. Tu l'as connu, Jean-Jacques? Ouais, ouais, je l'ai rencontré plusieurs fois. J'ai même eu la chance qu'il me montre des choses en tête à tête. J'ai discuté plusieurs fois avec lui. Je l'ai vu au Castle. Je l'ai vu là où il était tous les jours. Il était hébergé par le Castle. Je l'ai vu à la FISM. Je l'ai vu à Paris la première fois qu'il est venu. La première fois que je l'ai vu, c'était à Paris quand il est venu faire une conférence. C'était organisé par Monsieur Mayette, qui l'avait fait venir et qui c'était un événement extraordinaire et c'était absolument fantastique. Donc après, je l'ai vu à la FISM, à une première FISM, c'était en 79 quand j'avais eu le premier prix en cartes. Et j'avais eu la chance avec Bernard Billis de passer une soirée avec lui dans sa chambre d'hôtel. Il y avait lui, il y avait d'autres magiciens, il y avait Ascanio, il y avait, enfin voilà, c'était absolument extraordinaire. Il m'avait d'ailleurs saoulé parce qu'il m'avait fait boire du whisky. Faut savoir que lui, il buvait une bouteille de whisky tous les soirs et il supportait donc très bien. Moi, je buvais pas une goutte d'alcool. Et il m'avait fait boire un verre de whisky, j'étais complètement rond. Et Bernard me regardait en disant, mais t'es complètement rond. Et je lui disais, non, non, ça va très bien. Et j'étais complètement rond. Enfin, voilà, c'était très drôle. Je l'ai rencontré à la FISM 3 ans plus tard. Ouais, c'était à Lausanne, où il m'avait montré en tête à tête une coupe aux as d'une seule main qui est absolument géniale et qui, à l'époque, était que personne connaissait, qui n'avait jamais été publiée, qui s'appelle Giving the Slip. Et puis je l'ai rencontré au Castle, j'avais rencontré aussi au Castle en allant au Castle aux États-Unis. Enfin voilà. Donc ça a été l'influence numéro un parce que d'abord il connaissait tout, en tout cas à l'époque, c'était vraiment une Bible vivante. Et c'était un personnage,
il avait des tas d'anecdotes sur tout. Il avait rencontré tous les plus grands magiciens du monde. Il les avait rencontrés. Et c'était vraiment un bonhomme extraordinaire. Bon, après, il y a eu tous les cartomanes qu'on peut imaginer. Marolo a eu beaucoup d'influence sur moi aussi. Là, je ne l'ai jamais rencontré, mais j'ai lu tous ses bouquins. Alors, quand je dis tous ses bouquins, c'est vraiment la bibliothèque est pleine de bouquins de Marlo. Il faut savoir que Vernon n'écrivait rien et Marlo écrivait tout. Et on a retrouvé des choses de Vernon grâce à Bruce Sermon qui a sorti les Castle Notebooks. Et puis grâce aux livres qui ont été écrits sur lui, mais Vernon lui-même n'écrivait pas, ou très peu, alors que Marlo, dès qu'il trouvait un truc, même si c'était pas très bon, il l'écrivait, il le publiait. Donc c'est pour ça que Marlo, il y a beaucoup de livres de Marlo avec, pour un même effet, il y a 5, 6, 10 méthodes différentes. À chaque fois, il y a des choses intéressantes à voir. Donc Marlo a beaucoup compté pour moi aussi. Puis après, il y a tous les autres en close-up, évidemment, Jennings, que j'ai bien connu. Un qui a énormément compté, c'était Dingle. Dingle que j'ai vu pour la première fois à la FISM à Paris, c'était en 73. Il était venu à Paris. En 76, on ne connaissait rien sur les mélanges sur table en France. On faisait à peine ce qu'on appelait le mélange à la queue d'aronde, mais c'est tout, on ne connaissait rien. Et il faut savoir que Dingle, je ne sais pas si ça te parle, l'effet Rollover Races, où on mélange les cartes et on tourne et on révèle les 4 as et puis tout le jeu est revenu en même sens. Il nous a présenté Rollover Races et on était suffoqués, quoi. Pour nous, c'était un truc d'extraterrestre. Dingle, c'était le spécialiste des routines à multiples climax. Un rebondissement, 2, 3 climax à la suite. C'est lui vraiment qui a instauré ça et c'était extraordinaire, quoi. Donc lui, il a vraiment changé notre vue de la carte magie quand on l'a découvert en France en 73. Au bout d'un certain temps, quand je travaillais professionnellement, je me suis rendu compte que sur les gens, le mentalisme avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'impact que les cartes. Parce qu'à chaque fois que je faisais un tour de cartes, enfin, pas à chaque fois, mais les gens qui avaient envie de me dire ou qui me disaient, quand je leur faisais choisir une carte, ah, on me l'a déjà fait celui-là. Tu vois, parce que les gens ont vu tellement de Magicos et tout le monde fait les mêmes tours, la carte ambitieuse, le brainwave, tous ces trucs-là. Donc les gens avaient l'impression d'avoir déjà vu plein de choses et savaient que les magiciens sont capables de manipuler les cartes. Mais par contre, en mentalisme, c'était autre chose. Et c'est toujours le seul domaine où on peut faire croire aux gens que c'est pas truqué. C'est tellement vrai qu'un jour, j'avais fait une prestation en mentalisme et il y a une femme qui est venue après la prestation me dire « Ah, c'est vachement bien ce que vous faites, moi j'ai adoré. » Bah, merci, c'est très gentil. Et là, elle me dit « Ma fille fait la même chose que vous. » Donc je me suis dit « Ah, bah sa fille est mentaliste aussi, elle est magicienne. » Ah, je lui dis « Ah, très bien. Qu'est-ce qu'elle fait ?» Ben, elle a des pouvoirs comme vous. Elle lit dans la pensée et elle a des prémonitions exactement comme vous. Et là, je me suis rendu compte qu'elle me parlait au premier degré. D'abord qu'elle était persuadée que sa fille avait des pouvoirs et ensuite qu'elle était persuadée que j'en avais aussi. Donc c'était un moment embarrassant. Bon, j'ai dit oui, mais je l'ai compris vraiment à coup sûr là que pour les gens, le mentalisme, c'est vraiment, vraiment très, très puissant. Alors, celui qui m'a le plus impressionné, plus influencé en mentalisme, c'est évidemment Darren Brown, que je suis allé voir plusieurs fois à Londres. Parce que j'avais vu ses spectacles en DVD, mais je me demandais si c'était pas monté. Tu sais, c'est toujours un moyen d'arranger les choses. Et moi, j'ai vu 2 shows en live à Londres, au théâtre, et je peux te dire qu'il n'y a rien de monté, c'était exceptionnel. Vraiment, pour moi, c'est le plus balèze. Maintenant, celui qui a révolutionné pour moi le mentalisme, qui est venu une dizaine d'années au moins avant Darren Brown, c'est Gary Kurtz. Gary Kurtz était un magicien très très fort en close-up, mais quand il est venu en France, qu'il a fait son show de mentalisme et qu'il a fait plein de télévision, c'était absolument révolutionnaire parce que c'était la première fois en fait
qu'on voyait un type sympa, qui déconnait, qui se la pétait pas, qui avait un look un peu mystérieux, un peu gothique, tu vois, et qui faisait des purs miracles en mentalisme. Et en fait, il a vraiment révolutionné pour moi le mentalisme. Celui qui a le plus d'influence pour moi, c'est Steve Forti. Alors en fait, Steve Forti, moi je l'ai découvert à la sortie de ses cassettes, et je dis cassettes exprès parce qu'à l'époque c'était des VHS. Moi j'ai eu la chance d'aller aux États-Unis l'année où il venait de sortir ses cassettes, Gambling Protection Series. Et je me souviens que, donc j'avais évidemment jamais entendu parler de lui, et pour cause, il était inconnu. Et je me souviens qu'à chaque fois, donc j'avais un ami qui était agent de voyage et qui avait préparé pour nous, on était un groupe de 6 personnes, il avait monté pour nous toute la côte ouest. Donc on faisait toute la côte ouest des États-Unis. Donc chaque jour, on changeait de ville. Donc à chaque fois, je me débrouillais pour savoir s'il y avait une boutique de magie dans la ville où j'allais. Et il y en a beaucoup aux États-Unis, même des tout petits. Et à chaque fois, j'allais dans la boutique de magie, à chaque fois, je demandais, est-ce que vous avez des choses sur les tricheries? Donc, ils me montraient des trucs connus, des trucs que je connaissais. Voilà. Et un jour, on débarque dans une toute petite ville paumée, je me souviens même pas du nom, et dans cette petite ville paumée, il y avait une petite boutique paumée, mais alors quand je dis petite boutique, ça devait faire 5 mètres cubes, quoi. C'était rien du tout, toute sombre. Je me suis dit, par acquis de conscience, je vais aller là-dedans. Là-dedans, il y avait un bonhomme parasé d'une semaine, crasseux, un gros ventre, affalé en Marcel, tu vois. Je lui dis, est-ce que vous avez des trucs sur les tricheries? Et alors, il me baragouine avec l'accent américain coupé au couteau, tu sais, il me dit, ah ouais, j'ai ça qui vient d'arriver, c'est génial. Il me montre 4 cassettes. Donc, je me suis dit, vu la taille de sa boutique et vu le look du type, je me suis dit, bon, lui, il essaie de me refiler des merdes. Et je lui dis, je peux voir un extrait avant d'acheter? Il me dit, ouais, bien sûr. Il me met le truc, et c'était les Steve Forti. Et, et là, au bout de 10 secondes, ça m'a pris 10 secondes, j'étais là, j'avais les yeux comme ça, et je me souviens, lui, il était assis, et il regardait l'écran, il disait, incroyable, hein? J'ai dit, oui, 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 ok, je prends les 4, ok, tout de suite. Et c'est comme ça que j'ai connu Steve Forti, en fait. Et quand j'ai vu les cassettes, j'ai essayé de rentrer en contact avec lui. Enfin, je suis rentré en contact avec lui parce qu'en fait, donc dans notre voyage sur la côte ouest, on allait à Las Vegas. À Las Vegas, j'avais l'adresse du Gamblers Book Club qui était à l'époque le truc où il fallait aller pour avoir des choses sur le jeu, sur les tricheries. C'était l'endroit où il fallait aller pour avoir des bouquins de jeux d'abord et de triche ensuite. Donc, au Gamblers Book Club, et je demande au patron s'il connaissait un type qui s'appelait Steve Forti. Et le type me dit, ah, Steve, c'est un copain, oui, je le connais très bien, je vous donne son numéro de téléphone. Et donc j'ai pu lui téléphoner. Et je lui ai dit que j'avais découvert ses cassettes et que je trouvais que c'était génial, que j'aimerais bien le rencontrer parce que j'étais à Las Vegas pour 3 jours. Et là, il m'a répondu malheureusement qu'il n'était pas là, mais il m'a donné les coordonnées de son maître en dé à jouer. Et donc, je lui ai téléphoné de sa part et je suis allé voir ce type qui m'a donné tout ce dont j'avais besoin et que je lui avais demandé. Donc voilà. Et ce qui est marrant, c'est que je suis resté un peu en contact avec Steve Forti depuis, évidemment très irrégulier. Et il y a 4 ans, je suis allé au Magic Live qui est à Las Vegas. Et donc, j'ai contacté Steve Forti avant en lui disant, je vais à Las Vegas pour Magic Live. Si jamais je peux te rencontrer, j'adorerais parce qu'on s'était jamais rencontrés. Et il m'a dit, écoute, d'accord. Et j'ai passé 5 heures avec lui. Et ce qui est marrant, c'est qu'après, au Magic Live, dans le congrès, on m'a rapporté que, parce qu'il y avait tous les Magicos voulaient rencontrer Steve Forti, évidemment. Il paraît que Steve Forti a dit, je veux rencontrer aucun magicien, sauf Jean-Jacques Sanvert, parce qu'il a demandé à me rencontrer il y a 35 ans. Ce qui était super drôle. Donc voilà, en plus, il est adorable, il a de l'humour, et voilà. Donc c'est le type qui a le plus d'influence pour moi à l'heure actuelle. C'est pas le seul, c'est maintenant des gens qui sont spécialistes en tricherie, des tricheurs, et qui sont pas magiciens, et c'est des gens avec qui j'essaie de garder le contact et avec qui j'essaie de progresser. Voilà.
Question suivante. Depuis combien de temps es-tu professionnel et où te produis-tu le plus souvent? Et si tu n'es plus pro, combien de temps l'as-tu été éventuellement? En fait, moi, j'ai eu un premier métier. Moi, j'étais prof de droit. Hum, J'étais prof de droit pendant 17 ans. Et en même temps que j'étais prof de droit, j'étais professeur d'arts martiaux. C'est-à-dire hum. deux soirs par semaine, je donnais des cours à la Montagne Sainte-Geneviève, pour ceux qui connaissent, chez Henri Play. Et je faisais des galas de magie. Autrement dit, j'étais jamais chez moi le soir. Hum. Soit je faisais mes cours d'arts martiaux, soit je faisais des galas. Donc pendant longtemps, en tout cas pendant le temps où j'étais prof de droit, j'étais semi-professionnel, c'est-à-dire je faisais aussi des galas. Et puis après, je suis devenu professionnel juste après avoir terminé les cours de droit, professionnel à 100%. Donc disons que j'ai été professionnel, magicien professionnel pendant plus de 20 ans. Je n'ai pas compté, hein, mais voilà. Et en fait, j'ai commencé grâce à Bernard Billis, parce que Bernard Billis, j'étais très copain avec lui. Moi, je l'ai connu quand j'avais 17 ans. 17 ou 18 ans, lui, je crois qu'il a 2 ans de moins que moi. Je l'ai rencontré à l'AFAP, à l'époque ça s'appelait l'AFAP, maintenant c'est la FFAP. Et je venais avec Jean Valton, parce que Jean Valton était un grand magicien qui était aussi agrégé de maths. Et un jour, Jean Valton me dit, bah, écoutez, vous voyez, il m'a dit, écoutez, je suis invité par la FAP pour faire une démonstration, est-ce que vous voulez venir avec moi? Je lui dis, avec plaisir. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout la FAP. Et on est allé à la FAP, donc je suis allé à la FAP avec lui, et là, donc il a fait la démonstration. Lui, il faisait des fioritures, des rattrapages, tu sais, sur le bras, des éventails, des trucs comme ça. À l'époque, c'était mon truc. Et là, on a vu un petit jeune qui avait 2 ans de moins que moi, qui nous a présenté des tueries avec un jeu de cartes en close-up, et c'était Bernard. Et donc un jour, alors que j'étais encore étudiant en droit, j'étais pas encore prof de droit, il me demande si je voulais faire un gala professionnel payé, chose que j'avais jamais fait de ma vie. Et je lui dis, mais je sais pas comment faire. Et il me dit, par contre, il faut que tu t'achètes un smoking. À l'époque, on bossait en smoking. Et je lui dis, mais attends, c'est ridicule, je vais pas payer pour m'acheter un smoking, ça va me coûter le prix du gala. Il me dit, oui, mais une fois que tu auras acheté ton smoking, tu pourras faire d'autres galas. Donc pour moi, c'était la grosse aventure. Et puis en fait, bah, c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté un smoking, j'ai fait le gala avec lui. En fait, c'était l'équipe de Jarre Majax. À l'époque, Majax avait une équipe de magiciens. C'était l'époque où il y avait des galas où on était une quinzaine hein, de close-up, quinzaine ou une vingtaine, c'était d'énormes trucs. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'équipe de magiciens de Majax et de Bernard, à qui je dois d'avoir commencé d'être professionnel. Alors évidemment, j'étais pas professionnel à l'époque, j'étais amateur qui faisait des petits galas de temps en temps, mais c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Question suivante. Ta plus grande émotion dans cet art qui est la magie? Ou la plus grosse claque que tu as pris ou... Bon, il y en a. C'est toujours dur de dire le plus grand, le Ouais. meilleur, tout ça. Non. Moi, les plus grandes émotions que j'ai eues, bah, déjà, c'est quand j'ai gagné le premier prix à la FISM, parce que c'était le but ultime que je m'étais posé à l'époque. C'était quand même championnat du monde, quoi. Donc, Voilà. c'était ouais, pas mal. Après, c'est d'avoir rencontré Vernon, parce que c'était vraiment une excitation. Maintenant, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'était. Là, je m'adresse à tous les magiciens qui peuvent regarder cette interview. C'est impossible de comprendre l'excitation qu'on pouvait avoir à l'époque. Pourquoi? Parce que maintenant, ben, on voit les gens par Internet, on voit les DVD. Avant les DVD, il y avait les VHS, et avant les VHS, il n'y avait rien. Et en France, il n'y avait même pas les bouquins américains ou anglais qu'on pouvait avoir, il y avait les paillots. Et il y avait le cours Magica. Donc, moi, la première fois que j'ai entendu parler de Vernon, c'était dans la technique moderne aux cartes, expert carte technique. Et pour moi, il était mort depuis une cinquantaine d'années, parce qu'il y avait tout un chapitre sur lui. Et puis un jour, j'ai découvert qu'il était toujours vivant. Je me suis dit, mais c'est dingue, ce mec qui est apparemment le plus fort de tous, c'est ce qu'on dit dans le bouquin, il est toujours vivant. Ça doit être génial de le voir, j'aimerais beaucoup le rencontrer. Et tout ça pour dire,
je voyais même pas comment était son visage. Autrement dit, quand on pouvait rencontrer des gens qui étaient des légendes, vraiment des légendes, il y avait une excitation qu'il n'y aura plus jamais maintenant parce qu'on voit on peut voir tous ces gens-là en film, en DVD, par Internet, en live. Voilà. Et puis le dernier gros coup d'excitation, c'est quand j'ai rencontré Steve Forti, parce que même en l'ayant vu en DVD, il faut savoir que ce type, en DVD, il a mis le millième de ce qu'il est capable de faire et de ce qu'il connaît, hein. C'est hallucinant. Et puis c'est une telle légende. Donc il y a eu lui, il y a eu rencontrer des vrais tricheurs. Là, il y a une excitation qui existe encore parce que c'est par définition des gens qui veulent pas être connus, dont on veut, qui publient rien ou qui veulent pas être filmés, ou s'ils sont filmés, c'est juste certaines choses triées sur le volet. Donc là, il y a encore ce côté excitant parce qu'on sait qu'on a affaire à des gens qui sont exceptionnels et qui montrent des choses que normalement on ne peut jamais voir. Donc voilà. On est à la 7e question. Quelles sont pour toi les qualités indispensables pour être un bon magicien? Ben, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut être varié, parce que quand on s'adresse au grand public, on ne s'adresse pas à des magiciens, donc il faut avoir un répertoire. Mais il faut aussi être entertainer. Ça, c'est hyper important. Et moi, j'ai souvent vu des magiciens qui étaient très forts, qui étaient plus forts que moi techniquement, mais qui faisaient chier les gens, quoi. C'est très important, très, très, très important d'être entertainer. Et j'ai presque envie de dire que c'est plus important encore que d'être un bon technicien, parce que les gens, ils veulent s'amuser. Ils veulent pas se prendre la tête. Et à la limite, ça va les emmerder si tu leur montres un truc qu'ils peuvent pas comprendre et si tu es chiant ou si tu es hautain. Parce qu'ils vont se dire comment il se la pète, lui, qu'est-ce qu'il essaye de prouver. Oui, je comprends pas, parce que voilà, mais j'imagine bien que là, c'est truqué, que là, tu bidouilles, que là, voilà. Mais par contre, si tu déconnes, si tu les fais marrer, les gens, ils sont prêts à accepter n'importe quoi, ils rentrent dans ton jeu, et voilà. Spécialement les Français. Les Français sont, pour moi, le public le plus difficile du monde, ou un des plus difficiles du monde. Contrairement aux Américains qui jouent tout de suite le jeu, contrairement aux Japonais qui jouent tout de suite le jeu, les Grecs qui jouent tout de suite. Enfin, j'ai fait de la magie dans plein de pays. Le public le plus difficile que j'ai rencontré à chaque fois, ce sont les Français. Et les Français, il faut d'abord les faire marrer. Faire le show. Voilà, faire le show, exactement. Super. Bon conseil. Écoutez les conseils de Jean-Jacques Sanvert, mes amis. Alors, 8e question. As-tu déjà participé à des concours? Si oui, lequel et qu'as-tu fait? Bah, les seuls concours que j'ai fait, c'est la FISM. Moi, je me suis présenté une première fois en 73, donc c'était la FISM de Paris où il y avait Dingle, Ricky Jay, Brother Hammond et Vernon. Et je me suis ramassé. Et je me souviens, j'étais complètement démoralisé parce que j'ai eu aucun prix. Alors, quand je dis je me suis ramassé, j'ai pas fait d'erreur, mais j'ai eu aucun prix. J'ai rien eu du tout. Et je me souviens qu'après l'épreuve, il y avait, j'ai pris l'ascenseur, il y avait un ascenseur et il y avait une personne qui était derrière moi, qui était avec moi dans l'ascenseur, c'était Ricky Jay. Et Ricky Jay m'a dit, c'était toi qui étais le plus fort techniquement de tous les concurrents. Et c'est dingue, mais le fait que Ricky Jay me dise une chose pareille, ça m'a remonté le moral alors que j'avais le moral dans les chaussettes. Ça m'a reboosté et je me suis dit, putain, si ce mec me dit ça, il n'était pas obligé de me le dire, c'est qu'il doit y avoir quand même du vrai. Et donc, je me suis représenté en 79 et là, j'ai eu le premier prix. Donc, c'est les seuls concours que j'ai fait. J'ai jamais fait de concours national de la FAB, j'ai pas fait d'autres concours. À la limite, après, quand tu gagnes le premier prix de la FISM, bah voilà, après, tu peux faire que des trucs inférieurs. Il y a un truc qui m'aurait tenté de faire, mais j'étais pas aux États-Unis à l'époque où ça a été fait, c'était le concours de close-up. Mais j'aurais pas eu de prix par rapport aux pointures qui se présentaient, donc j'ai pas de regret parce que je connais mes limites et je sais que j'aurais de nouveau une morale dans les chaussettes. Mais j'aurais bien aimé voir ça et peut-être le faire. Voilà.
Ah, t'es considéré comme une pointure, hein, quand même, donc qui sait, Non, hein? ouais, Mm. tu sais, il faut connaître ses propres limites. Ouais, Tu sais, mais quand bon. on gagne un prix, tu sais, quand on gagne un prix à un concours, il y a eu un facteur aussi chance. Ouais, Il y bien a sûr. aussi le fait qu'il n'y avait pas tel ou tel concurrent contre toi. Il y a le fait que le jury a décidé ça. Pour te donner un exemple, quand je suis passé donc à la FISM en 79 et que j'ai eu le premier prix, je sais, parce que je connaissais quelqu'un dans le jury qui a assisté à la délibération, et je sais qu'il y a des membres du jury qui ont dit, mais ce mec sans verre, on ne peut pas lui donner de bonnes notes, parce que tu sais, il y a des notes qui sont attribuées sur différents critères, et notamment il y a le niveau technique. Et il y a des gens du jury qui ont dit, mais on ne peut pas lui donner une bonne note technique, il fait rien. Et en fait, ils n'avaient pas vu que j'empalmais des cartes au Tenkai, parce qu'à l'époque c'était assez nouveau. Ils n'avaient pas vu que je faisais des trucs qui étaient pour l'époque vachement poussés. Et heureusement, cette personne qui était dans le jury leur a dit, mais attendez, vous n'avez pas vu, là, il empalme, là, il fait ça, il fait ça, il m'a sauvé. Donc c'est le coup de bol aussi. Il y a souvent dans le jury des grands congrès comme ça, des gens qui sont pas très compétents et qu'on met là parce que c'est des présidents de club, c'est des gens qui ont une certaine notoriété, mais qui ne sont pas forcément des gens qui connaissent vraiment beaucoup la technique, qui vont C'est devoir un, juger. Tu vois, donc il y a un facteur chance aussi. c'est un vrai problème, ça, quand même, qu'on mette des gens qui ne sont pas capables techniquement d'analyser ce qui se passe, enfin, tu vois. Oui, c'est un problème. Et puis il y a un autre problème d'ailleurs à l'heure actuelle, puisqu'on parle des concours, c'est qu'il y a une nouvelle catégorie qui est apparue depuis quelques années, avec notamment Shinlim, où en close-up, les mecs arrivent avec une table entièrement truquée, ils peuvent Ouais. faire le numéro qu'avec la table, le fond noir, enfin, des trucs comme ça. Alors que c'est plus du tout du close-up, parce que si on leur demande à un gala de faire leur numéro, je vois mal le mec arriver avec sa table, tu vois, devant. Ouais. Et à mon avis, c'est une catégorie complètement nouvelle, et malheureusement, elle est en close-up. Donc, voilà. Il y a beaucoup de problèmes avec les concours de close-up. Le problème numéro un, c'est la distance. C'est-à-dire que les gens qui présentent du close-up présentent pas du close-up dans les conditions de close-up. Le premier rang, il est à 5-6 mètres de la table. Et quand je dis le premier rang, c'est le jury. Ça veut dire que les spectateurs, ils sont jamais à moins de 8 mètres ou 9 mètres. Autrement dit, tu suis le close-up sur un écran géant ou tu suis à 8 mètres de distance. C'est pas ça le close-up. Question suivante. Produis-tu tes propres créations? Si oui, pourrais-tu nous en parler? Nous parler d'une ou de certaines, ou que tu veux. Si je produis, c'est-à-dire si je vends, Oui, si tu développes tes propres créations, est-ce que tu as sorti des livres, des DVD? oui, ben Bon, je j'ai sais que sorti oui, hein. il y a longtemps, il y a une vingtaine d'années de ça au moins, il y a eu 4 DVD qui sont sortis aux États-Unis chez L&L Publishing. Je l'ai vu, ouais, magnifique. Voilà, puis j'ai publié beaucoup dans des revues. Alors, des revues américaines, j'ai beaucoup publié dans Apocalypse, j'ai beaucoup publié dans Best of Friends, j'ai beaucoup publié dans les revues américaines. Là, je publie dans la revue de la FFAP depuis quelques années. Je décris en fait essentiellement des techniques parce qu'en fait c'est ce qui manquait. J'ai sorti un DVD sur les fausses donnes, les donnes en second et les donnes du dessous chez Magic Dream Je l'ai vu. il y a quelques années. Et puis voilà. Mais ce que je veux dire, ce qui m'ennuie un peu quand on sort un truc, c'est qu'il y a immédiatement des piratages, des trucs. Alors c'est pour ça que en fait, je sors très peu de choses parce que j'ai pas envie de me faire pirater. Donc voilà. Donc je suis un peu tel l'ours qui est renfermé sur lui-même dans sa tanière. Question suivante. Selon toi, est-ce que la triche fait partie intégrante de la magie ou est-ce une discipline à part entière? Bah, c'est un peu les deux. Après, tu sais, il y a des routines qui sont des pseudo-démonstrations de tricherie. Donc ça, c'est la magie. C'est des tours de cartes, en fait, qui sont habillés pour faire des démonstrations de tricherie. Mais c'est souvent, la plupart du temps, ces routines-là, c'est des pseudo-démonstrations de tricherie. Alors, soit le jeu est entièrement classé, soit
Il est partiellement classé. En général, il y a peu de techniques véritables de tricherie, et donc c'est pour donner l'impression qu'on est capable de tricher. D'ailleurs, très souvent, c'est l'idée que le magicien est capable de tricher par ses pouvoirs magiques, donc ça n'a pas grand-chose à voir avec la tricherie proprement dite. Maintenant, si on s'intéresse aux vraies techniques de tricherie, c'est un domaine à part entière qui est c'est pas complètement différent, mais vraiment l'approche et les techniques, c'est pas la même chose. Si tu veux, le magicien, quand un magicien fait une routine ou présente même des techniques, il peut faire ce qu'il veut. Il peut faire les mouvements qu'il veut. Par exemple, il peut prendre le jeu en main, il peut le couper en main comme ça, tu vois, faire des doubles coupes en disant après le magicien a fait ça, puis il a fait apparaître une carte. Mais si tu joues vraiment aux cartes, tu peux pas couper comme ça. Donc la différence entre un magicien et un tricheur, c'est que le magicien, il peut partir des mouvements qu'il veut, qu'il l'arrange. Ça va être accepté par les spectateurs qui acceptent de jouer le jeu, et puis voilà, mais c'est pas des trucs de tricherie. Par contre, le tricheur, il est obligé de suivre à la lettre la procédure du jeu. Par exemple, si tu mélanges sur table, bah, tu ne peux pas prendre le jeu en main après. Si tu mélanges sur table, tu dois couper sur table et tu ne peux pas couper en main. Quand tu donnes les cartes, si tu donnes les cartes en tenant le jeu d'une façon un peu bizarre, bah, les joueurs vont dire pourquoi tu tiens le jeu de cette façon. Tu vois, pourquoi ça fait du bruit quand tu te donnes cette carte alors que ça fait un autre bruit quand tu nous donnes la carte. Donc, le tricheur est soumis à des règles, quoi. Il est soumis à Voilà, des règles. voilà. Il est soumis à des règles très strictes, et c'est ce qui fait que c'est un travail de puriste et que c'est très intéressant parce que ça doit être invisible. Par rapport aux magiciens qui peuvent être invisibles, mais on soupçonne que là et là il s'est passé des trucs, le tricheur, ça doit être invisible et on ne doit même pas soupçonner que là et là il s'est passé des trucs. Donc, Le magicien on utilise souvent les détournements d'attention. Un tricheur, c'est plus compliqué quand même. un tricheur, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des détournements d'attention aussi, Ouais. Ouais. mais l'entraînement, c'est fait en sorte que les yeux sont braqués sur les mains et tu ne vois rien. Si en plus on peut créer un détournement d'attention, c'est mieux. Et en général, on va le faire pour certaines techniques, par exemple pour l'échange de jeux, mais ça doit être fait en ayant les yeux braqués sur la technique. Donc la différence, c'est ça, c'est que le magicien, il va pouvoir s'adapter, il va pouvoir faire de l'à peu près, c'est le magicien qui choisit ses conditions, si tu veux. Le tricheur, il doit s'adapter aux conditions du jeu. Il y a des conditions de surveillance qui sont très relaxes, il y en a d'autres qui sont très strictes. Est-ce qu'on a le droit de pousser des jetons? Est-ce qu'on joue avec des jetons ou avec de l'argent? Il y a tellement de facteurs qui interviennent que voilà. Donc la différence entre les deux, c'est ça. C'est à la fois, ça en fait à la fois partie, et puis si c'est fait sérieusement, c'est vraiment quelque chose à part. Question suivante. Sinon, il est comment, Steve? Adorable. Mais c'est une bonne question parce que quand on doit rencontrer un monument tel que lui, on est hyper intimidé. On se dit, oh là, mais c'est comme quand je devais rencontrer Vernon, j'étais hyper intimidé parce que c'est des légendes vivantes, quoi. Enfin, pour moi, c'est. Ah, bah, pour moi aussi, pas pour moi aussi. Ouais, un jour, j'ai demandé à Larry Jennings J'adore la régie. s'il avait rencontré Steve Forti. Et la réponse de Larry Jennings m'a dit, He's God. C'est Dieu, c'est le bon Dieu. Voilà quelle a été sa réponse. Et c'est Larry Jennings qui disait ça. Et en fait, Steve est un mec, mais adorable, 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 à la fois pour montrer des choses et à la fois dans la vie courante, qui se la pète pas du tout, contrairement, s'il y a bien quelqu'un qui pourrait se la péter, qui pourrait avoir une tête comme ça, un ego surdimensionné, c'est lui, c'est tout à fait le contraire. Moi, je vais même te raconter une anecdote. Je suis allé chez Jason Englund, qui est très proche de lui, qui est un mec adorable aussi, qui est très très fort aussi. Donc il m'a montré tous ses appareils de tricherie, sa bibliothèque, on a discuté, il m'a montré plein de choses. Il était adorable. Et puis, à un moment donné, il va sous une grande table et il sort une pile de bouquins.
Et il me dit, est-ce que tu connais ce bouquin? C'est des bouquins de tricherie. Il me dit, est-ce que tu connais ce bouquin? Je lui dis, non, celui-là, je ne connais pas. Ah ben, je te le donne. Est-ce que tu connais ce bouquin? Non. Ah ben, je te le donne. Est-ce que tu connais ce bouquin? J'en ai entendu parler, mais je te le donne. Est-ce que tu connais? Oui, celui-là, je connais. Très bien. Est-ce que tu connais? Et ça a été comme ça pendant 10 ou 12 bouquins. Et j'étais mais vraiment gêné parce que je disais, mais attends, tu peux pas me donner tout ça? Il m'a dit, si. Et c'est Steve Fortier qui nous a appris ça. À chaque fois qu'on achète des lots, on achète en plusieurs exemplaires, et c'est Steve qui nous a appris ça, parce qu'après, quand on rencontre des amis, quand ils n'ont pas certaines choses, on peut leur donner. Voilà, et ça vient de Steve. Et en fait, tous les tricheurs que j'ai eu la chance de rencontrer, c'est comme ça que ça s'est passé. C'est-à-dire, c'est des gens, il faut gagner leur confiance, et pour gagner leur confiance, il y a toujours un examen à passer. Ça, c'est très marrant. C'est-à-dire, à chaque fois, ils te disent OK, montre-moi quelque chose, montre-moi ce que tu fais. Et quand tu as passé l'examen, si tu passes l'examen, quand tu as passé l'examen, après, ils s'ouvrent et ils te montrent tout. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Question suivante. Le truc de triche qui t'a le plus impressionné par la méthode, par l'ingéniosité, par... C'est quoi le truc que tu as vu où tu as dit non, là, non, c'est trop. C'est des techniques d'empalmage, D'accord. mais pour le jeu, et c'est beaucoup plus sophistiqué que simplement l'empalmage. C'est des transferts d'empalmage et des choses en se débarrassant de cartes. Voilà. Et en fait, c'est pas Steve qui me l'a montré, c'est son maître en tricherie au poker qui s'appelle Ron Conley, Mm. qui est juste stratosphérique. Et quand je voyais ça, j'en croyais pas mes yeux, je croyais même pas que ça pouvait exister. Et voilà. Et c'est des techniques d'empalmage et de transfert d'empalmage et de choses comme ça, qui sont hallucinantes. C'est ça qui t'a vraiment le plus marqué. Ouais. Ouais, parce que si tu le vois décrit dans un livre avec des dessins ou des photos, tu vas dire c'est pas possible de faire un truc comme ça invisiblement. Ben, sauf que lui, il en a vécu, quoi. Il le fait avec des joueurs tout autour de la table. Enfin, moi, je l'ai vu, il me l'a fait et c'était invisible. Et quand il me l'a fait, je lui ai dit, mais est-ce que est-ce que tu es en train de faire ça, ça, ça et ça? Il m'a dit oui. Et c'était incroyable. Moi, j'ai vu, il y a un autre grand mec en tricherie qui s'appelle David Malek. C'est un proche de Steve Fortier aussi. Lui, tu vois mes mains là? Ouais. Lui, par exemple, il m'a dit, je suis incapable de le faire, hein, je te dis simplement ce qu'il m'a fait. Il m'a dit, nomme-moi une des cartes là qui sont là. Donc, par exemple, mettons que j'ai nommé le 3 de pique, tu vois, qui est là. Ouais. Il a ramassé le jeu, il a fait ça, et il y avait le 3 de pique. C'est-à-dire une donne sixième, septième ou huitième du dessous, comme ça, en reprenant le jeu, boum. Ouais, c'est incroyable. Ça paraît incroyable. Ouais, c'est extraordinaire. C'est en tricherie que j'ai vu les choses les plus incroyables et vraiment des mecs, on n'imagine pas ce qu'ils sont capables de faire, quoi. De faire dans des conditions où ils risquent leur peau, quoi. Ouais, c'est ça surtout aussi. Voilà. C'est qu'il y a le stress, l'adrénaline, il faut... Voilà, parce que quand tu rates une levée double pendant un gala, Ouais, ouais. tu vois, c'est un truc. Mais si tu rates une donne en second ou une donne du dessous à certaines parties, tu peux dire qu'aux États-Unis, tu as les mecs qui sortent le flingue parce qu'ils ont un flingue sur eux, tu vois. Bah oui, hein. À mon avis, c'est le pétard tout de suite. Ah, Ah ouais, c'est sûr, c'est un autre monde là, hein, tout de suite. ouais. Non, mais merci pour cette anecdote, Jean-Luc, c'est super. La question suivante. Est-il toujours possible de tricher dans les casinos aujourd'hui? Alors ça, c'est une question que j'ai posée à Steve Forti. Je lui ai dit, je posais la question un peu différemment, mais c'est exactement, tu vas voir, c'est la même question. Je lui ai dit, mais est-ce qu'il y a encore des gens qui trichent dans les casinos? Et il m'a répondu, mais tous les jours, Ah oui? tout le temps. Je sais pas si tu es déjà allé à Las Vegas, mais les salles de jeu, elles sont immenses. C'est pas du tout les salles qu'on a l'habitude de voir en France. C'est vraiment à perte de vue. Tu as des salles de jeu, et les casinos, bah, t'as que des casinos le long du strip et dans la ville.
Et en fait, t'as des milliers de joueurs, pour pas dire des millions de joueurs à chaque instant qui sont en train de recevoir des cartes, de doubler ou pas au blackjack, enfin voilà, ou des tables de poker. Donc en fait, tu as des tas de gens qui s'essayent aux tricheries, qui essayent de marquer les cartes, qui essayent de changer les cartes, de faire des mucks. En général, c'est pas bien fait, parce qu'ils savent pas bien le faire, mais ils tentent leur chance. Parce qu'ils se disent, sur un malentendu, ça peut marcher, tu vois. Peut-être que, tiens, le chef de partie ne regarde pas, l'autre, il est occupé à rendre des jetons à droite, donc je vais essayer de changer la carte, voir si ça marche. Et puis ça marche. Ça marche une fois de temps en temps, tu vois. Sauf que tu as ce qu'ils appellent eyes in the sky, c'est-à-dire les caméras en haut qui surveillent, tu as des tas de caméras partout, c'est impossible maintenant Le problème, si tu veux, tu peux passer inaperçu quand tu fais une tricherie, mais le problème, c'est que si tu triches, tu gagnes. Et si tu gagnes, tu vas à l'encontre des pourcentages, des statistiques. Donc c'est à partir du moment où les statistiques sont faussées que les gens vont se dire pourquoi il gagne ce mec. Et c'est à partir de là qu'ils vont repasser les films et qu'ils vont éplucher les mouvements qui ont été faits et qu'ils vont voir que tu as triché. C'est comme ça que ça se passe. En général, si le mec est bon, ils vont pas voir qu'il a triché, tu vois. Mais statistiquement, c'est pas normal. Donc on va éplucher tous les mouvements. Donc oui, tous les jours, tout le temps, tu as des mecs qui essaient de tricher. Il faut savoir que dans les salles de surveillance des casinos, le mec, il est devant, je sais pas, une vingtaine ou une cinquantaine d'écrans, tu vois, parce qu'il y a un écran sur chaque table. Donc, tu as un panel d'écrans. Tu peux pas surveiller. Déjà, si tu regardes un seul écran et si le mec est bon, il va falloir que tu scrutes. Mais là, tu peux pas voir. Donc, en fait, ça sert à regarder s'il n'y a pas un mec qui est bourré, qui fait un esclandre, s'il n'y a pas un scandale, s'il n'y a pas un mec qui meurt à une table, tu vois, ça peut arriver, des trucs comme ça. Mais les tricheries proprement dites, elles vont passer inaperçues. Sauf que, encore une fois, si le mec il commence à gagner trop, on va se poser des questions, s'il faut ramener de l'argent à la table, si tu vois, c'est comme ça qu'il va y avoir un problème. Ouais. C'est vraiment intéressant. C'est comme ça qu'ils leur perdront quoi, les Oui, tout à statistiques fait. qui s'emballent et qui n'est Ouais, pas normal. tout à fait. Parce que les mecs sont pas assez malins pour s'arrêter à temps, ou ils veulent trop en faire, ou parce qu'un bon tricheur, il va savoir jusqu'où il peut aller. Parfois, il va tricher pour faire gagner d'autres joueurs. Euh, voilà, pour que les statistiques s'affolent pas trop, quoi. À quand remonte la pratique de la triche, d'après toi, ou de ce que tu en sais? Depuis quand est-ce qu'on triche dans le monde? Ah bah, depuis que le jeu existe. Et Euh, Moi, j'ai un ami qui s'appelle Olivier Cave, qui est le plus grand connaisseur en tricherie en France. Il a une collection incroyable d'appareils pour tricher et une super bibliothèque. Il a tout ce qui existe en livre de tricherie. Et c'est un très grand connaisseur. Et j'ai eu la chance qu'il m'invite chez lui et il m'a montré des dés à jouer qui datent de l'époque romaine ouais, et qui sont pipés. Il y avait déjà des dés pipés à l'époque romaine. Ils jouaient aux dés. Et bah, t'as qu'à voir la crucifixion au pied de la croix. On avait joué la tunique du Christ au dé, hein, d'après les évangiles. Donc, voilà. Et il m'a montré des dés pipés qui datent de cette époque. À partir du moment où on a joué, de toute façon, c'est simple, hein. Quand il y a de l'argent en jeu, tu as des mecs qui veulent le voler. La règle, elle est très simple. Donc, soit ça va être une banque, soit ça va être chez un commerçant, soit ça va être au jeu. Dans un casino, il y a de l'argent, donc il y a des mecs qui veulent le voler. Donc, soit ils vont cambrioler le casino, soit ils vont tricher pendant la partie. C'est aussi simple que ça. Donc, à partir du moment où on a mis de l'argent dans les jeux, bah, tu as des mecs qui ont voulu tricher. Alors, il faut savoir une chose qui est jamais dite et qui est super importante. Par exemple, au XVIIIe siècle, tu vois, par exemple, dans Barry Lyndon, on voit des gens qui jouent aux cartes. C'est très intéressant parce que on les voit jouer aux cartes, alors déjà avec des cartes de l'époque qui sont pas du tout taillées comme les nôtres, qui n'avaient pas
la précision des jeux qu'on peut avoir aujourd'hui. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voit bien dans Barry Lyndon, ça avait été mis en évidence à l'époque, Kubrick avait tourné ça à la lumière des bougies. Ce qu'il avait dit, à l'époque, il s'éclairait à la bougie. Il n'y avait pas de... Toutes les scènes historiques qui avaient été tournées jusque-là, c'était tourné avec des projecteurs. Et lui avait dit, je veux tourner avec la lumière réelle qui existait à l'époque, les bougies. Donc il a été obligé d'inventer un nouveau système pour qu'on voit la scène très bien, mais sans projecteur, avec les bougies. Mais fais l'expérience chez toi d'éteindre toutes les lumières et d'avoir simplement des bougies. Et tu vas voir que tu as un éclairage qui n'a rien à voir avec l'éclairage qu'on peut avoir quand c'est plein phare hein, sur tes mains, que tu as des tas d'ombres formées par les bougies, et que donc il était beaucoup plus facile de tricher, notamment en faisant des fausses donnes ou des donnes du dessous, parce qu'on voyait beaucoup moins bien, parce que c'était à la lumière des bougies. Donc ça comptait énormément, à mon avis, et c'est pour ça que les techniques étaient moins sophistiquées Ouais. à l'époque que maintenant, parce que maintenant, on a plein phare, on a des caméras qui sont haute définition, et pour tromper des caméras haute définition, ben, il faut vraiment être balèze, chose qui n'existait pas à l'époque. Donc ça, c'est très important à prendre en considération, à la fois les cartes et à la fois l'éclairage des bougies qui change tout. Alors, je te parle du XVIIe, XVIIIe siècle, mais évidemment, à des époques antérieures, c'était encore plus valable, hein, ce que je dis. 15e question, et ça c'est pour tous les novices. Est-ce que tu pourrais nous dire, Jean-Jacques, comment éviter de se faire pigeonner? Au jeu, Oui, ben, il ne faut pas jouer. il faut pas jouer. Non, mais s'il y a de l'argent, on risque de se faire... De toute façon, les tricheries, elles n'interviennent que quand il y a de l'argent. Donc, s'il y a de l'argent en jeu, spécialement des grosses sommes, ben, on risque de se faire pigeonner. Et même si on connaît... Ouais. Parce que les mouvements qu'on peut montrer maintenant, les faux mélanges, les fausses donnes, tous ces trucs-là, les call decks, les machins comme ça, c'est plus du tout comme ça que les tricheurs travaillent à l'heure actuelle. Hein. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est des trucs déjà qui sont passés. Les tricheurs, ils travaillent avec des cartes marquées et qui sont marquées au laser ou qui sont marquées à l'iode, qui sont radioactives. Ils vont avoir un mini compteur Gégère qui va réagir. Ou alors ils vont avoir des tables truquées qui leur donnent le nom des cartes quand elles sont placées face en bas sur un écran. Bah, où ils vont avoir des mini-caméras dans la manche ou dans un bouton. C'est des trucs inimaginables. Le meilleur conseil que je puisse donner, si on ne va pas se faire arnaquer quand il y a de l'argent, c'est de ne pas jouer, ça c'est sûr. C'est pas mal au final. Ne jouez pas si vous voulez pas vous faire arnaquer. Au moins, on est sûr. Question suivante. Quelle carte utilises-tu le plus souvent personnellement? Avec quelle carte tu t'entraînes, tu fais des démonstrations? Parce que c'est une excellente qualité de carte. Il y a même des billes qui sont encore de meilleure qualité que je ne vais pas sortir, mais qui sont là, avec une abeille en gros sur le dos. Ouais. Mais j'aime bien travailler aussi avec tout bêtement des bicycles. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des marges blanches et c'est beaucoup plus dur de tricher avec des marges blanches. Donc moi, je me filme avec un jeu à marge blanche. Et quand je vois plus de défauts avec le jeu à marge blanche, je sais que ça commence à devenir intéressant. Voilà. Ça veut dire pas mal. En fait, quand on s'entraîne, pour les tricheries, hein, il faut s'entraîner avec plusieurs jeux différents Ouais. qui ont des qualités à la fois de texture et de glisse différents. Par exemple, tu vas avoir 5-6 jeux autour de toi, tu commences avec un jeu neuf qui est de très bonne qualité, tu fais des donnes, boum, tu poses, et puis tu prends un jeu qui est de moins bonne qualité, boum, puis après tu vas prendre un jeu qui est complètement pourri, voilà, après prends un jeu en plastique, et voilà, en fait c'est avec ça qu'il faut s'entraîner, différents jeux. Ça, c'est une bonne astuce. Je vais la retenir, celle-là. Ouais. S'entraîner avec différentes qualités. Ouais. Ouais. Et pendant que j'y suis, pour les gens qui travaillent les fausses donnes, et notamment la donne du dessous, il faut s'entraîner avec une 60aine de cartes. C'est beaucoup plus gros qu'un jeu normal, donc c'est beaucoup plus difficile. Ouais. Alors déjà, faire une donne du dessous avec un jeu entier, c'est pas facile, mais avec 60, 65, 70 cartes, c'est très, 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 très difficile. En fait, il faut se compliquer la vie
Parce que qui peut le plus, peut le moins. Que penses-tu rapidement de la magie sur Internet? Euh, les Discord, la VOD, les plateformes, tout ça, un petit peu ce renouveau là qu'il y a un petit peu avec la magie sur le net, etc. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Il y a à boire et à manger. C'est comme dans tous les domaines, hein, de toute façon. Il y a peu de gens vraiment compétents, notamment sur YouTube, mais il y en a certains. Il faut les connaître. Moi, j'ai vu des mecs extraordinaires, notamment en tricherie, hein, sur YouTube, mais il faut les connaître. Par exemple, ce qui me navre toujours, il y a plein de petits jeunes qui, qui font des démonstrations de donne du dessous, mais ils savent très bien que quand ils font la donne du dessous, ça flash, tu vois, le doigt s'ouvre et on le voit. Donc, qu'est-ce qu'ils font? 95%, ils se filment d'en haut. Ou alors, ils se filment du côté gauche, c'est-à-dire du côté du dos de la main. Ou alors, d'en haut et du côté gauche. Alors, évidemment, on ne voit pas. En fait, on ne voit pas, mais on devine quand même. Quand on connaît la technique, on devine que ça flash. En fait, les réseaux sociaux, d'une façon générale, et Facebook, c'est pareil, hein, tu as un côté positif et un côté négatif, comme dans toute chose. Alors, le côté positif, c'est que ça permet de communiquer, de connaître des gens, ce qu'on est en train de faire, de se parler, de voir ce que font certaines personnes, d'avoir accès avec Internet à une connaissance à laquelle on n'avait pas accès avant qu'Internet n'existe. Donc ça, c'est génial. Et si on sait l'utiliser, c'est incomparable. Voilà. Mais l'excès inverse, le problème, c'est que par définition, ça donne la parole à tout le monde. Or, sur les réseaux sociaux, la parole d'un con ou d'un incompétent a autant de poids que la parole d'un mec absolument génial. Parfois plus même. Parfois plus. Et puis, ça fait boule de neige, tu as tous les problèmes qu'on a à l'heure actuelle avec bon, je ne vais pas polémiquer sur les vaccins, sur tout ça, mais les QAnon et toutes les conneries qu'il peut y avoir. Et plus c'est gros, plus ça marche. C'est comme dans la vie. Plus tu as des gens qui disent des conneries, plus c'est repris par d'autres, et donc plus tu risques de tomber dessus quand tu te connectes sur Internet ou sur Facebook, ou sur trucs comme ça. Donc en fait, il faut apprendre à discerner le bon grain de l'ivraie, à voir qui est compétent et qui dit des conneries. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ce que je dis, c'est valable non seulement en magie, mais également dans des tas d'autres problèmes. Il faut déjà avoir un certain niveau pour être capable de dire lui est bon et lui n'est pas bon. C'est ça le problème. Parce que il y a un proverbe qui dit qu'il faut être maître soi-même pour reconnaître un maître. Tu vois, moi, quand j'ai commencé la magie, je te parle d'une époque révolue, on avait un problème, c'est qu'on n'avait pas assez d'informations. Je reviens à ce que j'ai dit au début avec les paillots, avec les livres de magie et tout ça, et la VHS qui n'existait même pas. Donc tu vois à quel point je peux être vieux. Le problème actuel, c'est l'excès inverse. Il y a trop d'informations. Mais c'est un vrai problème. D'abord, c'est un problème par rapport à l'excitation dont on parlait tout à l'heure quand on rencontre quelqu'un, parce que maintenant, il n'y a plus cette excitation du fait qu'on l'a déjà vu 100 fois sur l'écran. Mais c'est aussi un problème parce que comment savoir que telle méthode, c'est de la merde par rapport à tel truc qui existe? Comment savoir que tel intervenant est compétent et que tel autre est pas bon? Parce que peut-être que le pas bon, il fait beaucoup plus de bruit que le mec qui est compétent. Et là aussi, j'ai des noms, hein, et pas que... enfin voilà, en tricherie. T'as des gens qui se prétendent compétents et qui sont mais d'une incompétence mais totale. Mais si tu tombes dessus et si le mec te dit qu'il est compétent et que t'as pas le niveau nécessaire pour te dire mais non, il n'est pas si compétent parce que il tient le jeu comme ça, puis là ça flash et là, mais le mec t'a dit que tu es compétent, bah, tu vas suivre le mec et tu vas prendre les défauts du mec. Bon, je ne vais pas donner de nom, mais il y a des tas d'exemples sur Internet. Hein. Et donc, il faut avoir une certaine connaissance pour discerner ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est franchement nul. Voilà. On arrive à la petite dernière question. C'est une question un peu bonus.
Euh, Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur Japon ingénieux? À Japon ingénieux, c'est un super bouquin. Euh, Damien m'a demandé, il vient d'ouvrir, Damien Vapro, vient, il y a déjà quelques années, il a une nouvelle boîte d'édition de livres en français. Il a eu la gentillesse de faire appel à moi et il me dit, qu'est-ce que tu penses de tel ou tel livre à traduire, qu'est-ce que t'en dis? Et puis, bon, je vais pas donner les titres des livres, mais je lui dis, ouais, c'est pas mal, mais c'est sans plus, c'est moyen, là, il y a des bonnes choses, hein. Je crois bien me souvenir que c'est moi qui lui ai suggéré Japon ingénieux, parce que lui, ça, c'est un bouquin qui est pas tellement connu, dont on n'a pas tellement parlé, mais où il y a plein de choses qui sont excellentes. Et tu devrais demander à Kaufman s'il est d'accord pour qu'on le traduise, parce que ça, c'est vraiment un très bon bouquin. Et puis, c'est comme ça que le bouquin a été fait. Et en fait, pour la petite histoire, c'est ce que je dis dans l'introduction de l'édition française. Donc, moi, je suis allé au Japon avec Richard Kaufman. On a été accueillis par Kon Onosaka, qui nous a fait faire, qui m'a fait faire une mini tournée de conférences au Japon. Et notamment là-bas, j'ai vu un mec mais hallucinant qui nous a présenté une routine de pièces qui passent d'une main à l'autre, mais où il y avait, tu sais, les pièces rentraient jamais en contact, il n'y avait jamais de contact, c'était totalement invisible. Et c'était mais hallucinant. Et en fait, ça utilisait la muscle pass, tu sais, la passe où tu contractes et la pièce saute. Sauf que lui le faisait, mais indétectable, et on est resté comme ça, on s'est regardé, voilà. Bon, bah la routine est dans le bouquin. Il n'y a aucune mauvaise routine. Après, ça dépend des goûts, mais c'est vraiment un très très bon bouquin. Et tu vois, il y a eu plusieurs bouquins qui ont été faits sur la magie japonaise par Kaufman. Je crois qu'il y en a eu trois. Et c'est celui-là, à mon avis, qui est le mieux. Et c'est aussi parce que c'est un autre ami qui s'appelle Steve Cohen, qui vivait à Tokyo, que j'ai rencontré quand je suis allé à Tokyo avec Richard, qui se connaissait très bien, et qui maintenant vit à New York et qui fait un spectacle à New York. Et lui parle japonais couramment. Il est marié à une japonaise. Et c'est donc lui qui a coécrit le livre avec Richard Kaufman et il connaissait très bien les magiciens japonais. Il savait très bien ce qui se faisait là-bas. Et il a sélectionné vraiment le meilleur du meilleur là-bas. Donc c'est un excellent bouquin. Hmm. Ok. Félicitations pour l'écriture, en tout cas du bouquin. Oh bah Et moi, puis, je suis pour rien, j'ai traduit, hein. C'est eux qu'il faut remercier, Kaufman et Cohen. faut le faire quand même, hein. C'est un travail. Et non, non, j'avoue que c'est un livre ouais, qui a l'air. Ça va être sûrement un de mes prochains achats, je pense sincèrement. Tu ne le regretteras pas, sincèrement. Ouais, non, franchement, il est super joli en plus. Puis j'ai vu qu'il y a Masuda. Bon, Oui, il est plus beau que l'original. Tu as raison de dire qu'il est joli parce que Damien a rajouté de la couleur et ça rehausse complètement le bouquin. Il est plus beau que l'original. très très joli comme bouquin. Euh, bon, bah Jean-Jacques, on arrive à peu près au bout de cette. Je sais pas combien de temps ça fait, mais je suis arrivé au bout de mon questionnaire. Je te remercie énormément pour ton temps. C'est Et moi. Merci en beaucoup. très, en très peu de temps, on a quand même eu pas mal d'informations. Si jamais tu veux parler d'un dernier truc dont je n'aurais pas parlé, si tu veux nous dire quelque chose dont je ne t'aurais pas parlé, ou tout simplement finir par quelques phrases, c'est à ton bon vouloir. Bah, écoute, je suis ravi que tu m'aies demandé de parler. Je suis honoré que tu m'aies demandé de parler. Et puis, bah, si je peux aider les personnes qui nous écoutent, c'est avec plaisir si ce que je dis a pu les aider en quoi que ce soit. Voilà. Et la magie, c'est un truc formidable parce que ça permet de créer des liens qu'on ne craindrait pas si on ne faisait pas de tour de magie. Je vais finir par une anecdote. Moi, j'étais étudiant en droit à Assas. Et comme tous les étudiants, j'avais pas un rond parce que voilà, j'étudiais. Et en bibliothèque à Assas, je faisais des tours de cartes. Je foutais un peu la merde parce que il y avait des gros attroupements qui venaient et je faisais des tours de cartes. Et un jour, je crois que j'étais en troisième année de droit, il y a un type qui avait l'habitude de venir me voir, qui lui était préparé son doctorat de droit.
Mhm. Il avait l'habitude de venir me voir en bibliothèque faire des tours. Et un jour, il me dit, tiens, dis donc, je donne des conférences de temps en temps dans une école et il cherche un prof de droit. Moi, j'ai pas le temps de le faire parce que je prépare ma thèse, mais j'ai tout de suite pensé à toi parce que tu as un très bon contact avec les gens, parce que je te vois faire des tours régulièrement, j'adore ce que tu fais, je vois que tu as un bon contact, et puis tu connais bien le droit, ça serait pour donner des cours de droit. Est-ce que ça t'intéresse? Et il ajoute, c'est une école d'hôtesse. Et, et j'ai dit, écoute, oui, ça peut m'intéresser, parce que tu sais, comme tous les étudiants, moi j'étais vendeur extra au Printemps et aux Galeries Lafayette pour me faire un peu d'argent de poche, mais c'était chiant et puis ça n'avait rien à voir avec le droit. Alors là, il me proposait de donner des cours de droit, ce qui était ce que j'étais en train d'étudier, et en plus dans une école d'hôtesse, ce qui avait l'air d'être pas mal. Et donc il m'a présenté à la directrice de l'époque, qui a dû se dire, oh lui, ce petit genou, il va faire un tabac dans les cours. Elle m'a tout de suite pris comme prof, et ça a changé ma vie, puisque c'est grâce à ça que je suis devenu prof. Donc, je suis devenu d'abord prof dans cette école d'hôtesse, puis après, j'ai donné des cours dans des écoles de commerce, et après, ça fait boule de neige, j'ai donné des cours dans d'autres boîtes. Tout ça pour dire que c'est grâce à la magie, c'est grâce à des tours de cartes. Parce que ce garçon m'avait pris en sympathie, parce qu'il adorait les tours que je faisais, ça n'avait rien à voir avec le droit, mais en même temps, ça a changé ma vie. Donc, tout ça pour dire que c'est très important. Une dernière anecdote, hein, une fois quand j'ai débarqué aux États-Unis, je crois que c'était à Los Angeles. Tu sais, à Los Angeles, il y a des gros blacks énormes, policiers, avec des guns partout, des tonfas, des machins, mecs à la douane qui me disent qu'est-ce que vous avez dans la valise. Tu sais, le mec, il peut te faire chier s'il veut. Et moi, je lui dis bah, j'ai des cartes parce que je suis magicien. Et quand je lui ai dit je suis magicien, il y a son visage qui s'est éclairé. Il m'a dit vanish, disparaissez. Voilà, c'est grâce à la magie. Bon, bah, écoute, on arrive au bout des questions. C'était vraiment sympa. Je te remercie beaucoup, 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 Jean-Jacques, vraiment. Merci à Et toi. merci à toi. Je te tiens au courant quand ça sort, etc. Ça marche. Merci beaucoup. Merci à toi, Jean-Jacques, et à très Ouais, bientôt. à bientôt. Ciao.